Un pic d'alerte inédit frappe l'Afrique de l'Ouest quand un seul avion et 11 soldats font vaciller l'équilibre régional. À première vue, l'incident paraît mineur, mais la réponse quasi instantanée de l'Alliance du Sahel montre un fossé troublant entre l'histoire officielle et ce que les radars ont vu. Pourquoi ce décalage obsède-t-il autant ceux qui suivent Ibrahim Traoré, son Burkina Faso et la bataille pour une souveraineté totale? Parce qu'en quelques minutes, un atterrissage prétendument technique peut dévoiler la véritable ligne de fracture du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Ce récit promet de dévoiler non seulement ce qui s'est réellement passé dans l'espace aérien du Burkina Faso, mais surtout pourquoi un incident présenté comme banal a déclenché la posture de défense la plus élevée enregistrée au Sahel depuis des années. L'enjeu central est clair, comprendre les mécanismes invisibles qui transforment une intrusion ponctuelle en signal stratégique. 10 mots, une promesse, un fil conducteur. Si l'on démêle ces couches, perception militaire, rivalités institutionnelles, recomposition d'alliances, une dynamique cruciale apparaît. La région ne fonctionne plus selon les anciennes hiérarchies et la moindre incohérence opérative peut réécrire les rapports de force. Comme certains analystes le murmurent, et si l'alerte maximale n'était pas une réaction, mais une démonstration calculée, car derrière chaque décision, du déclenchement des protocoles de tir aux directives diplomatiques, se joue une bataille silencieuse entre souveraineté revendiquée et leadership contesté. C'est cette tension, discrète mais décisive, qui déterminera la suite. Escalade, stabilisation temporaire ou réorganisation profonde du pouvoir régional. Les premières analyses internes ont révélé un détail qui a immédiatement changé le ton. Le plan de vol du C-130 ne correspondait à aucun des tracés attendus et son écart de trajectoire dépassait les tolérances opérationnelles habituelles. En moins de 4 minutes, les centres de commandement de l'Alliance du Sahel ont conclu que l'explication d'urgence technique ne tenait pas. Ce basculement éclaire la suite. Pour les états-majors, l'incident ne relevait plus de l'aéronautique mais du stratégique. Et c'est précisément là qu'intervient la grille de lecture défendue depuis des mois par Ibrahim Traoré. Car dans sa vision, partagée par Bamako et Niamey, la souveraineté aérienne ne peut plus être négociée ni relativisée. Elle constitue la preuve tangible de l'indépendance sécuritaire que l'AES tente de consolider face aux structures héritées d'ECOWAS et aux anciennes puissances tutélaires. Le contexte qui mène à cette crispation n'est pas soudain. Depuis 2022, la sortie progressive de forces étrangères, le retrait de dispositifs français, puis la reconfiguration des partenariats militaires ont laissé un espace inédit, un vide d'autorité régionale où les anciennes certitudes se fissurent. Dans cet intervalle, l'AES a émergé comme un bloc jeune, plus assertif que ce que prévoyaient la plupart des diplomates, et surtout capable de coordonner ses défenses avec une rapidité qui surprend encore les observateurs. En parallèle, Abuja voyait son propre rôle contesté. Plus la zone sahélienne s'organisait autour d'une logique souveraineté d'abord, plus l'architecture régionale centrée sur le Nigeria paraissait fragile, d'où une tension silencieuse accumulée sommet après sommet, chaque débat sur les frontières, chaque désaccord sur les opérations antiterroristes, chaque friction sur les sanctions d'ECOWAS nourrissait un climat où le moindre incident pouvait devenir révélateur. Ainsi, lorsque l'avion nigérian a dévié, puis débarqué 11 militaires sans les autorisations requises, l'AES n'a pas vu un accident, elle a vu un test, et un test dans un système sans arbitre devient immédiatement un acte politique. Pour comprendre comment l'incident s'est imposé comme un tournant, il faut suivre le regard de ceux qui étaient sur la ligne de front décisionnelle, les équipes de contrôle aérien burkinabé, puis les cellules de coordination conjointe de l'AES. Ces acteurs, souvent invisibles dans les récits géopolitiques, ont pourtant été les premiers à percevoir que la scène dépassait la simple anomalie technique. Leur rôle n'était pas de juger les intentions, mais de vérifier la cohérence. Et c'est précisément cette cohérence qui a commencé à se fissurer. Le premier microcase provient d'un officier du poste radar avancé de l'Ouest qui a observé l'avion maintenir une vitesse stable malgré une prétendue défaillance hydraulique. Dans les protocoles standards, ce type de maintien contredit la nature même du problème annoncé. Ce détail minuscule pour un observateur extérieur a immédiatement déclenché la chaîne d'alerte interne. Pas une panique, mais un glissement méthodique vers la
la prudence maximale. Le second cas concerne l'équipe déployée sur le tarmac lorsqu'ils ont découvert la présence de 11 soldats en tenue complète, sans documentation diplomatique ni justificatif logistique. Les agents ont compris que l'écart entre la version déclarée et la situation réelle ne pouvait plus être ignoré. Leurs rapports, laconiques mais précis, ont fourni le premier ancrage matériel permettant au commandement de requalifier l'épisode. Ces deux observations, techniques, factuelles, séparées de toute interprétation politique, ont formé la première onde de choc. Elles ont surtout révélé ce paradoxe central, ce sont souvent les détails les plus banals qui, mis côte à côte, exposent les vulnérabilités les plus profondes d'un système de sécurité. Ainsi, chaque détail redessine les équilibres régionaux, parce qu'ici, chaque détail redessine la ligne du possible régional. Le déclencheur se produit en quelques instants. Un C-130 nigérian franchit la limite aérienne burkinabé, réclame une urgence technique et amorce sa descente vers la piste. Le message radio paraît sobre, presque routinier. Pourtant, dès l'instant où l'appareil confirme une anomalie hydraulique incompatible avec sa vitesse et son cap, les centres de surveillance réévaluent toute la scène. Les écarts s'additionnent, les paramètres ne collent pas et l'arrivée visible de 11 soldats, équipement complet, transforme une ambiguïté opérationnelle en problème stratégique. Sous la doctrine défendue par Ibrahim Traoré, l'espace aérien n'est plus un simple couloir technique, il est un périmètre de souveraineté absolue. Cela renforce la tension de départ. À ce moment critique, la tension atteint son point culminant. L'alerte interne se propage à grande vitesse, les unités de Bobo Dioulasso bouclent le tarmac. Les premières vérifications ne trouvent ni autorisation, ni coordination diplomatique, ni trace d'une demande préalable compatible avec les règles aériennes régionales. À cet instant précis, l'affaire cesse d'être un incident isolé. Les commandements maliens et nigériens reçoivent la notification prioritaire. Une boucle sécurisée AES se met en place. Les échanges s'intensifient. Les images du tarmac arrivent. Les divergences dans le plan de vol apparaissent clairement. Le doute disparaît. Ce qui prend forme dans l'esprit des états-majors n'est pas l'hypothèse d'une panne, mais le soupçon d'une manœuvre. Le parallèle avec l'opération menée par Abuja au Bénin quelques heures plus tôt renforce la lecture d'ensemble. Deux actions, deux pays, un même tempo. Dans ce cadre, la perception prime sur l'intention réelle et dans une dynamique d'alliance concurrente, la perception suffit pour provoquer un sommet de tension. L'AES franchit alors un seuil inédit. Le passage à l'alerte air défense maximale n'est pas improvisé. Il répond à une logique cumulative, incohérence technique, présence armée non déclarée, synchronisation troublante avec une intervention régionale menée par Abuja et climat de rivalité stratégique déjà installé. Les chefs militaires estiment qu'une démonstration de posture ferme vaut mieux qu'un doute prolongé. Le message doit être clair. L'ordre part. Toute intrusion non autorisée sera considérée comme hostile. La doctrine de tir est activée. Cette décision produit une onde de choc immédiate. Elle renverse les hiérarchies implicites. Elle avertit Abuja que l'AES ne se perçoit plus comme un bloc périphérique. Elle signale à Paris que ses marges d'action se réduisent. Elle confirme à la population sahélienne que la ligne rouge existe désormais. Les conséquences qui suivent deviennent alors visibles. La détention des 11 militaires, la saisie de l'avion et la communication publique cristallisent la crise. Pour Abuja, l'épisode devient une atteinte frontale à son prestige. Pour ECOWAS, c'est la preuve que son autorité continue de s'effriter. Pour les partenaires extérieurs, c'est une démonstration inattendue. L'AES n'est plus réactive, mais proactive. L'incident agit alors comme un miroir élargi. Il révèle l'état réel des rapports de force, il expose un système où la confiance est remplacée par la méfiance structurelle, il montre une région où un avion peut, par sa seule trajectoire, faire basculer l'équilibre politique. Dans ce paysage, la question n'est plus de savoir si l'alerte était justifiée, elle est de comprendre pourquoi la moindre divergence opérationnelle suffit désormais à déclencher des réactions proches de la rupture. L'analyse interne de l'AES commence par un baseline simple, le volume moyen de survol militaire déclaré dans la zone Burkina-Mali-Niger est stable, autour de 18 mouvements par semaine. Ce chiffre n'a rien d'extraordinaire en soi, il reflète un trafic contrôlé, prévisible, soumis à des protocoles de notification bien rodés.
Delta. Au moment de l'incident, aucun mouvement nigérian n'était enregistré dans la fenêtre opérationnelle concernée, ce qui créait une rupture complète avec la norme statistique. Cette absence de prédéclaration n'est pas seulement une irrégularité administrative, c'est pour les analystes de l'AES l'indice chiffré d'un comportement hors cadre. La donnée forme ainsi la première ancre objective permettant de requalifier l'événement. Le deuxième indicateur touche au temps de réaction. La moyenne établie pour la montée en posture vigilance renforcée dans les 3 capitales est d'environ 27 minutes, un délai hérité des anciennes procédures fragmentées. Delta, lors de l'intrusion, les centres de commandement synchronisés n'ont mis que 11 minutes pour converger vers un même niveau d'alerte. Le nombre paraît modeste, mais il traduit une mutation majeure. L'intégration opérationnelle de l'AES n'est plus théorique, elle est mesurable. Cette compression temporelle démontre que les commandes ne fonctionnent plus en silos nationaux, mais comme un réseau à décision centralisée. Pour les partenaires extérieurs, ce delta révèle un bloc beaucoup plus réactif qu'attendu. Pour Abuja, il signale une capacité d'interception qui modifie l'équation de puissance régionale. Troisième élément, la marge d'erreur entre le plan de vol transmis et la trajectoire réelle. Dans le couloir concerné, les écarts acceptables, liés au vent, à la charge ou aux ajustements techniques, tournent habituellement autour de 3 à 5 km selon les conditions du jour. Delta, le C130 présente un écart supérieur à 14 km sur l'un des segments critiques, une divergence que les spécialistes jugent incompatible avec la panne annoncée. Ce chiffre devient alors un pivot analytique car il transforme une explication plausible en anomalie systémique. Pour les états-majors, cette amplitude est trop large pour relever d'un simple incident mécanique. Elle devient un indice d'intention ou de test de réaction, même si cette intention reste impossible à prouver directement. Mise bout à bout, ces 3 valeurs, 18 mouvements de référence, 11 minutes de synchronisation, 14 km de divergence forment une séquence cohérente dans la logique interne de l'AES. Elles permettent à l'Alliance de justifier, sans extrapolation politique, la décision d'élever la posture de défense au maximum. Le raisonnement ne s'appuie pas sur la rhétorique, mais sur les écarts chiffrés, un trafic dérogatoire, une accélération inhabituelle des commandes, une trajectoire contradictoire avec l'explication reçue. Ces chiffres expliquent aussi pourquoi l'escalade n'a pas été perçue comme disproportionnée dans les capitales sahéliennes. Pour elles, l'enjeu n'était pas seulement de répondre à un appareil, mais de protéger un principe. Si un delta de cette magnitude n'est pas traité fermement, la doctrine de souveraineté aérienne, cœur du projet AES, perd immédiatement de sa crédibilité. Et dans un environnement où les alliances se recomposent, la crédibilité vaut autant que la force matérielle. 2 lectures s'affrontent désormais pour expliquer la nature réelle de l'incursion et chacune possède une cohérence interne suffisamment solide pour mériter un examen rigoureux, d'où l'exercice Stillman qui consiste à renforcer les 2 thèses avant de les confronter. Selon une première perspective, la position nigériane renforcée. Selon cette perspective, l'incident serait le produit d'une opération surchargée menée en parallèle de l'intervention d'Abuja au Bénin. Les chaînes de commandement auraient été étirées, les procédures normalisées, bousculées et un appareil engagé dans un environnement régional instable aurait commis une erreur de navigation aggravée par une panne. Dans ce cadre, l'absence de notification préalable ne serait pas intentionnelle, mais accidentelle, une conséquence d'un tempo opérationnel inhabituellement rapide. Pour Abuja, assimiler cet épisode à une provocation préméditée reviendrait à méconnaître les contraintes logistiques réelles d'une armée mobilisée sur plusieurs fronts. Selon une première perspective, la position sahélienne renforcée. Pour l'AES, au contraire, les incohérences cumulées, plan de vol, trajectoire, présence des 11 militaires, synchronisation temporelle avec l'intervention au Bénin, forment un tout difficile à interpréter comme une simple défaillance. Dans un contexte de rivalité croissante, tout mouvement militaire non annoncé est analysé à travers le prisme de la souveraineté aérienne. La doctrine interne, consolidée depuis la montée en puissance du bloc, impose une vigilance structurelle. Un test de réaction est toujours plus probable qu'un accident, surtout lorsque le comportement de l'appareil contredit l'explication fournie. Réponse fondée, le point d'équilibre analytique. Les faits disponibles n'établissent pas l'intention, mais ils démontrent une chose:
La lecture de l'AES repose sur des écarts vérifiables, tandis que celle du Nigeria repose sur une hypothèse logistique non corroborée par les données. L'incertitude demeure, mais l'asymétrie des indices explique pourquoi l'alliance sahélienne a privilégié une réaction ferme. Ce n'est pas une question d'hostilité, mais de cohérence doctrinale. Dans un système où la souveraineté est la pierre angulaire, l'absence d'action aurait contredit les principes mêmes de l'alliance. La bascule survient plus tôt qu'annoncé. Ce milieu narratif expose un élément que peu d'observateurs avaient anticipé. La réaction de l'AES n'était pas seulement défensive, elle constituait une preuve de maturité institutionnelle, un signe que le bloc avait atteint un seuil d'intégration opérationnelle que beaucoup jugeaient théorique. Cette conclusion prend du relief lorsqu'on replace le geste dans la logique stratégique d'Ibrahim Traoré, pour qui la souveraineté aérienne n'est pas un symbole politique, mais un mécanisme d'équilibre régional. Ce point change la lecture globale. Ce que certains percevaient comme une réponse impulsive devient, à ce stade, une démonstration de contrôle. La latcade déterminante concerne la chaîne décisionnelle. Dans les années précédentes, une intrusion similaire aurait déclenché un ping-pong institutionnel entre capitales. Cette fois, la mise en cohérence, radar, transmission, tarmac, état-major, suit une trajectoire presque linéaire. Le bloc agit comme un organisme unique, non comme trois armées en coopération. Cette révélation transforme tout. L'incident n'est plus un problème ponctuel, mais un indicateur, non pas de crise, mais de changement de rapport de force, où chaque acteur doit réévaluer ses certitudes. Pour les gouvernements de l'AES, l'épisode valide une intuition stratégique. Leur modèle de sécurité est désormais capable de rivaliser avec celui du Nigeria. La doctrine défendue par Ibrahim Traoré gagne une légitimité nouvelle, car elle a démontré son efficacité au moment le plus critique. Cette consolidation interne renforce la cohésion politique du bloc et resserre les marges d'action des acteurs extérieurs. La conséquence immédiate est une accélération des projets déjà en chantier. Interconnexion radar, mutualisation des escadrons, formation croisée des commandements. L'incident devient un catalyseur institutionnel. Il transforme une ambition en obligation structurelle. Le choc se propage ensuite au secteur privé. Les opérateurs logistiques, miniers et énergétiques réévaluent le risque aérien et terrestre dans les zones frontalières. La possibilité, même théorique, d'un tir sur un appareil non autorisé modifie les primes d'assurance, les routes recommandées et les délais de transit. La consolidation militaire de l'AES, perçue comme un gage de souveraineté, produit néanmoins un paradoxe. Plus de visibilité stratégique, mais davantage de prudence opérationnelle. Certains investisseurs y voient une stabilisation future, d'autres redoutent une fragmentation prolongée du marché ouest africain. Les deux dynamiques avancent en parallèle sans encore se neutraliser. Pour les sociétés sahéliennes, l'incident agit comme un point de bascule psychologique. La rapidité de la réaction est perçue comme une preuve de dignité retrouvée, un message que les États ne se contentent plus de gérer les crises, mais les anticipent. Cette perception renforce la confiance interne dans les autorités militaires et civiles des pays membres de l'AES. Cependant, dans les zones urbaines proches des corridors aériens, l'élévation de la posture de tir crée aussi une inquiétude diffuse. La crainte que l'escalade se traduise un jour par un accident impliquant des vols civils. Ce mélange de fierté et de tension colore désormais le discours public. Les pays limitrophes, qu'ils soient alignés sur l'AES, neutres ou proches d'Abuja, ressentent l'impact de manière directe. Pour eux, l'incident marque l'entrée dans une phase où les alliances ne sont plus seulement déclaratives, elles influencent la sécurité des frontières, les couloirs migratoires, la coopération policière. Les États intermédiaires doivent réécrire leurs priorités, rester neutre devient plus coûteux, choisir un camp devient plus risqué. La dynamique enclenchée par l'incident redéfinit les marges politiques du voisinage. Elle signale surtout qu'un modèle de stabilité centré exclusivement sur Abuja n'est plus la seule architecture possible. L'incident n'a pas seulement perturbé un couloir aérien, il a fait émerger un nouvel axe de pouvoir visible dans les capitales, ressenti par les entreprises, intégré par les populations et redouté dans le voisinage immédiat.
Les conséquences ne s'effaceront plus. L'évolution de la crise entre l'AES et le Nigeria dépend désormais d'un ensemble de signaux militaires, diplomatiques et psychologiques qui, combinés, dessinent 3 trajectoires possibles pour les mois à venir. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres analytiques permettant d'anticiper les dynamiques de pouvoir dans un environnement où les marges d'erreur se réduisent rapidement. Dans une première hypothèse, certains observateurs envisagent un face-à-face gelé. Dans cette hypothèse, les 2 blocs stabilisent leur position sans faire marche arrière. L'AES poursuit l'intégration de sa défense aérienne et améliore ses mécanismes de coordination, tandis qu'Abuja renforce sa présence sur les frontières béninoises et nigériennes. Les lignes rouges restent intactes. Les échanges diplomatiques s'effectuent par canaux discrets, mais sans geste public de désescalade. Le résultat est un statu quo crispé, pas de guerre, pas de détente, mais une cohabitation armée où chaque manœuvre est scrutée. Ce scénario préserve l'équilibre minimal, mais il laisse un champ d'incertitude suffisamment large pour que la méfiance continue de modeler les décisions. Une autre trajectoire possible décrit un réencadrement régional prudent. Ici, la pression économique, logistique et politique pousse Abuja et plusieurs capitales sahéliennes à rouvrir des discussions techniques, notamment sur les couloirs aériens, les notifications de vol et les mécanismes anti-escalade. Les partenaires extérieurs, en particulier la Chine et les États-Unis, encouragent un dispositif d'alerte précoce pour éviter qu'un incident mineur ne déclenche une réaction disproportionnée. Le dialogue n'efface pas les rivalités, mais introduit des garde-fous. Ce scénario repose sur une logique simple, réduire le coût de l'imprévu. La région y gagne une stabilité relative, même si la compétition de modèles sécuritaires demeure. Une troisième voie met en scène une collision de perception dans cette trajectoire. Un nouvel incident, interception, confusion radar, patrouille mal identifiée, déclenche une réaction immédiate. Non par volonté d'affrontement, mais par dynamique d'engrenage. L'absence de canaux de désescalade combinée à la pression politique interne dans chaque capitale transforme un geste tactique en rupture stratégique. Une confrontation localisée éclate, peut-être brève, mais suffisante pour reconfigurer durablement la carte des alliances et polariser tout l'espace ouest-africain. Les acteurs extérieurs interviennent alors non plus pour stabiliser, mais pour protéger leurs intérêts respectifs. Selon les analystes, un principe demeure. Dans les 3 scénarios, un élément structurel persiste. La région évolue dans un système sans arbitre, où la perception compte autant que la preuve matérielle. C'est cette absence de filet institutionnel qui rend chaque trajectoire plausible. Dans cette phase du récit, l'enjeu n'est plus seulement géopolitique. Il devient personnel pour 3 catégories de spectateurs, ceux qui vivent dans la région, ceux qui observent les dynamiques africaines de loin et ceux qui travaillent dans les secteurs touchés par la reconfiguration sécuritaire. Chacun perçoit l'incident à travers un filtre différents, mais tous ressentent l'effet d'un système en transition rapide. Pour les citoyens de l'espace sahélien, l'épisode ravive une interrogation intime. À quel point les États peuvent-ils réellement protéger leurs frontières, leurs villes, leur trajectoire quotidienne ? L'alerte maximale, loin de n'être qu'une mesure militaire, reconfigure la perception du risque. Elle crée une conviction émergente. La stabilité ne viendra pas d'accords lointains, mais d'une capacité institutionnelle concrète à agir vite. Cette perception influence déjà la confiance accordée aux autorités et redéfinit les attentes envers les appareils sécuritaires nationaux. Pour les diasporas africaines, habituées à naviguer entre 2 mondes, l'incident fonctionne comme un rappel. Les récits dominants sur l'Afrique de l'Ouest sont souvent incomplets. Il existe une part d'initiative locale, de vision stratégique interne, que les analyses extérieures sous-estiment. L'épisode du C-130 incite à reconsidérer non seulement les alliances, mais aussi la manière dont la région s'exprime politiquement. Pour les professionnels, chercheurs, opérateurs économiques, analystes de risque, l'incident fait apparaître un défi de méthode. Comprendre l'Afrique de l'Ouest en 2025 nécessite d'intégrer 3 couches simultanément: logique militaire, transformation institutionnelle et perception publique. Ignorer l'une d'elles fausse la lecture. Cette triple dynamique sera déterminante pour anticiper les tensions futures, qu'elles soient économiques ou sécuritaires. La crise ouverte par l'incursion du C-130 impose désormais une feuille de route
route pragmatique, structurée autour de mécanismes mesurables et de responsabilités clairement assignées. Dans la logique stratégique défendue par Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un slogan, elle doit être traduite en protocole vérifiable. Voici les axes qui émergent comme prioritaires. Les États membres de l'AES doivent finaliser l'intégration de leurs radars longue portée en un maillage unique. L'indicateur principal, le temps moyen de détection d'un appareil non déclaré. Si ce temps descend sous un seuil cible prédéfini, la coordination est effective. Cette étape réduit l'ambiguïté opérationnelle et renforce la crédibilité de la doctrine de réaction rapide. Chaque capitale doit disposer d'un canal sécurisé, lui permettant de valider une anomalie en moins de 3 minutes. La mesure clé est la symétrie des réponses. Aucune capitale ne doit retarder la décision collective. Ce mécanisme prévient les malentendus et neutralise les interprétations contradictoires. Il s'agit d'un outil commun alimenté par les 3 armées permettant de suivre en temps réel les mouvements militaires frontaliers. L'objectif est simple, détecter les frictions avant qu'elles ne deviennent des crises. L'efficacité du tableau de bord se mesure à la baisse des notifications d'incidents non conformes. Ces manœuvres doivent simuler des intrusions ambiguës afin de tester la discipline de tir, la communication interarmes et la gestion des erreurs. Les résultats doivent être rendus publics à un niveau contrôlé afin de consolider la confiance interne sans provoquer de signaux agressifs vers l'extérieur. En regroupant ces étapes, la feuille de route transforme une crise ponctuelle en architecture durable, un cadre où la souveraineté sahélienne peut se structurer sans glisser vers l'escalade. Le fil narratif revient maintenant à l'un des motifs discrets introduits plus tôt, ces équipes de terrain qui, par une observation minuscule, ont déclenché un mouvement stratégique d'ampleur. Ce sont elles qui, en remarquant des écarts apparemment anodins, ont permis à l'AES d'agir avec une cohérence que peu jugeaient possible. Et dans cette cohérence se lie l'empreinte de la doctrine promue par Ibrahim Traoré, celle qui transforme la vigilance en structure et la structure en souveraineté. Ce rappel n'est pas anodin. Il souligne que les bascules géopolitiques ne naissent pas seulement dans les sommets, mais dans les gestes précis, les décisions silencieuses, les mécanismes qui s'imbriquent sans bruit. L'incident du C-130 devient ainsi le miroir d'une région qui refuse désormais d'être interprétée par d'autres et qui cherche à remodeler ses propres règles. Comme le résument certains analystes, la souveraineté naît de décisions tenues ensemble. Dans cet espace où chaque trajectoire aérienne, chaque transmission et chaque délai peut réécrire le rapport de force, la question n'est plus de savoir si l'incident disparaîtra dans l'actualité, mais de comprendre ce qu'il révèle, une Afrique de l'Ouest qui se redéfinit bloc après bloc, choix après choix. Ce dernier mouvement replace l'incident dans une perspective plus large, celle d'un espace ouest-africain qui redécouvre son pouvoir de décision, parfois dans la tension, souvent dans l'urgence, toujours dans la recherche d'un nouvel équilibre, car au-delà des armées, des alliances et des trajectoires politiques, ce sont les sociétés qui absorberont les effets de cette transition. Elles en façonneront aussi les issues possibles par leurs attentes, leurs critiques, leurs exigences de clarté. Dans ce contexte, l'enjeu n'est plus simplement de suivre l'évolution de la crise, mais d'alimenter une conversation capable d'éclairer ce qui se joue derrière les événements visibles. Comment concilier affirmation souveraine et stabilité régionale? Comment éviter que les perceptions deviennent des déclencheurs involontaires? Comment imaginer des mécanismes qui préservent la sécurité sans refermer le dialogue? L'appel ici n'est pas à choisir un camp, mais à ouvrir un espace de réflexion collective, comprendre, questionner, comparer, interroger les modèles émergents. Les transitions les plus durables naissent rarement du silence. Alors, selon vous, quelle forme devrait prendre le prochain chapitre de l'Afrique de l'Ouest ?